Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Julie Massé. Je suis étudiante au doctorat en santé communautaire à l'Université Laval, puis présidente du comité étudiant et de développement de carrière de Vitam, Centre de recherche en santé durable. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce dialogue Vitam qui va aborder le thème de la stigmatisation et de l'autostigmatisation en santé mentale. Je vous rappelle que ce dialogue-ci, c'est le premier d'une série de 2 événements sur ce thème-là. Donc, le second va avoir lieu le 10 février prochain. Donc, je vous invite à mettre cette date à vos agendas dès aujourd'hui et de rester à l'affût des communications qui vont suivre dans les prochaines semaines à cet effet-là. Je prends un moment en début d'événement pour souligner le fait que Vitam, l'Université Laval et le CIUS de la capitale nationale se situent sur les territoires traditionnels non cédés des Hurons-Wendat et des Wabanaki. Donc, on tient à souligner ces terres qui nous permettent de nous rassembler virtuellement aujourd'hui. Comme plusieurs d'entre vous le savez, les dialogues Vitam sont une initiative de Vitam, Centre de recherche en santé durable, qui est situé à Québec et qui est affilié à l'Université Laval et au CIUS de la capitale nationale. Les dialogues sont des rencontres virtuelles destinées tant aux citoyens, aux acteurs issus des organismes communautaires et du réseau de la santé et des services sociaux, qu'aux chercheurs et aux étudiants. Ils ont pour objectif d'échanger dans un contexte interactif et convivial sur un sujet d'actualité ou d'intérêt de la santé durable à partir tant de la recherche que des connaissances provenant de la pratique et de l'expérience citoyenne et des usagers. Je tiens à souligner la contribution de la direction de l'enseignement et des affaires universitaires et de la direction des communications du CIUS de la capitale nationale pour l'organisation de cet événement. L'activité d'aujourd'hui est intégrée à la mission universitaire de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUS de la capitale nationale. On les remercie très sincèrement pour leur soutien à l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Je tiens aussi à vous faire quelques rappels pour le bon déroulement de l'événement d'aujourd'hui. Donc, officiellement, la durée de l'activité est de 1 heure, donc jusqu'à 13 heures. Toutefois, on vous invite à rester avec nous pour continuer les échanges dans un contexte qu'on va vouloir un peu plus informel avec nos invités jusqu'à 13h30. Veuillez noter que l'activité va être enregistrée et éventuellement rediffusée, rendue disponible en ligne. Tous les micros et les caméras, à l'exception de ceux des panélistes, évidemment, vont rester désactivés pour toute la première partie des échanges entre les panélistes pour être réactivés au moment de la période de discussion qui va débuter à 13 heures. Pendant cette période de discussion-là, vous allez être invité soit à lever la main en utilisant le bouton qui est prévu à cet effet dans votre interface Zoom. On va prendre les interventions, donc une après l'autre à ce moment-là. Quand vous aurez accordé la parole, donc vous allez à ce moment-là pouvoir ouvrir votre caméra et votre micro pour partager votre intervention. À tout moment aussi, vous pouvez utiliser le chat pour commenter les échanges ou pour poser des questions. Ou si vous avez des questions spécifiques sur les contenus qui sont discutés en cours de dialogue, vous pouvez aussi les adresser aux panélistes en utilisant la section questions et réponses. On va s'assurer que vos interventions soient bien partagées avec nos panélistes au cours de la période de discussion. Donc, sans plus attendre, je vous présente maintenant nos modérateurs pour le dialogue d'aujourd'hui. Donc, Matthew Menir, qui est chercheur régulier au Centre de recherche Vitam et professeur adjoint au département de médecine familiale et de médecine d'urgence à l'Université Laval. Donc, dans le cadre de ses recherches, Matthew s'intéresse tout particulièrement à l'amélioration de la qualité des soins et services en santé mentale. Donc, Matthew va modérer les échanges entre les panélistes du dialogue d'aujourd'hui. On a aussi Stéphane Anctil, qui est étudiant à la maîtrise en santé publique à l'Université Laval, qui est membre étudiant de Vitam et membre du comité EDI de Vitam. Stéphane va se charger de partager avec nos panélistes au moment de la période de discussion les interventions que vous aurez diffusées, soit dans le chat ou dans la section questions-réponses. Je passe maintenant la parole à Mathieu pour qu'il nous présente nos invités d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dialogue. Merci beaucoup, Julie. Vraiment, en tout cas, c'est vraiment fantastique d'être ici avec tout le monde puis avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment très content de faire partie de ce dialogue sur un thème super intéressant et très pertinent.
Dans le fond, le dialogue porte sur la stigmatisation en santé mentale, sur l'autostigmatisation, ainsi que sur les conséquences de ces phénomènes sur les gens et sur la société. Si je vous rappelle rapidement des objectifs d'apprentissage, donc on vise à vous aider à comprendre puis à reconnaître la stigmatisation et l'autostigmatisation et leur lien avec le rétablissement en santé mentale et de vous aider à saisir les conséquences de la stigmatisation dans les différentes sphères de la vie des personnes ayant une expérience vécue des problèmes de santé mentale. Puis afin de nous aider à explorer ces thèmes-là en profondeur et sous différents angles, bien, on a 4 super invités avec nous aujourd'hui. En fait, on a 3 avec nous pour l'instant. Il y a comme une 4e personne qui est en train de se joindre. On espère qu'il va être avec nous sous peu. Je vais commencer par présenter Luc Vigneault. Donc, Luc est l'auteur du livre Préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale. Il est père aidant et conférencier international et vit avec un diagnostic de schizophrénie, dépression et toxicomanie. Il est chargé d'enseignement à l'Université Laval et aussi patient partenaire de recherche aux universités de Montréal et de Bordeaux, au groupe hospitalier universitaire Paris, ainsi qu'à l'Université Laval. Luc est également cofondateur et coordinateur de la recherche pour Vox Québec, une association provinciale de gens qui ont été ou qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Donc, bienvenue, Luc, à ce dialogue. Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Notre prochaine invitée est Marie-Ève Côté. Donc, Marie-Ève débute sa carrière comme père aidante après 15 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement au niveau préscolaire et au primaire. Ses diverses compétences pour communiquer, pour soutenir et pour éduquer lui permettent de s'investir pleinement pour la cause de la santé mentale afin de donner espoir aux jeunes et aux adultes vivant diverses difficultés psychologiques. Elle s'implique activement pour l'association Vox Québec, comme Luc, et comme patient partenaire à l'Université Laval. Donc, bienvenue, Marie-Ève. Merci. Notre 3e invité est Kevin Marc Valéry, donc, qui est psychologue spécialisé en neuropsychologie clinique et docteur en psychologie à l'Université de Bordeaux. Sa thèse de doctorat portait sur la stigmatisation dans les pratiques en psychiatrie. Puis aujourd'hui, Kevin Marc est enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Il enseigne en psychologie, en neuropsychologie et dans le diplôme de père aidance professionnel. Et au niveau de la recherche, il coordonne le programme de recherche Stigma Pro, qui est le seul programme français spécialisé dans la réduction de la stigmatisation dans les pratiques en psychiatrie. Donc, bienvenue, Kevin Marc. Bonjour et bienvenue et merci pour cette jolie présentation. Excellent. Puis notre 4e invité qui n'est pas avec nous pour l'instant, qui a prouvé quelques difficultés de technique avant de pouvoir se brancher, est Michel Gervais, qui est psychiatre, médecin spécialiste en psychiatrie, qui détient des diplômes en gestion de HEC à Montréal et de l'Université McGill, et qui a œuvré longtemps dans le domaine clinique et dans celui de la gestion en santé. Entre autres, Michel a été à l'emploi de l'Agence de la santé et des services sociaux en Mauricie. Il était médecin conseil à la direction de la santé mentale au ministère de la Santé et il a collaboré aussi avec la Commission de la santé mentale du Canada. Et il a été particulièrement impliqué dans l'émergence des modèles de soins collaboratifs au Québec et au Canada. Donc, on espère que Michel va pouvoir se connecter avec nous sous peu. Mais en attendant qu'il arrive, je pense qu'on va commencer le dialogue afin de ne pas profiter vraiment de tout notre temps ensemble. Puis ma première question va être dirigée à Kevin Marc. Puis Marc, peut-être juste nous mettre la table un peu, préparer un peu ce dialogue. Qu'est-ce que la stigmatisation en santé mentale et comment est-ce qu'on peut la reconnaître? Alors, la stigmatisation a une définition vraiment très simple. Nous, en tant qu'êtres humains, on a plusieurs facettes de notre personnalité. Vous voyez, il y a un exercice qu'on fait quand on fait l'accompagnement de l'estime de soi, quand on est psychologue, qui s'appelle le « je suis ». On écrit « je suis », 3 petits points, et on doit le compléter 20 fois. On doit trouver 20 suites à cette phrase « je suis ». En fait, ça prend un certain temps, peut-être un quart d'heure, mais on trouve 20 facettes de notre personnalité, 20 définitions, comme ça vient assez facilement. Ça, c'est toutes les facettes de notre personnalité. La stigmatisation, c'est le fait de nous réduire à une seule
de ces facettes, de nous réduire à une seule de ces appartenances groupales-là. Par exemple, si moi je suis père, je suis psychologue, je suis famille d'accueil, je suis plein de choses, mais imaginons que j'ai un diagnostic de schizophrénie. La stigmatisation, ça va être de me réduire à ce diagnostic-là, de ne voir que la maladie et d'oublier toutes les autres facettes de ma personnalité, et d'ensuite faire des généralités par rapport à ça. Ah, comme tu as une schizophrénie, tu dois être dangereux pour les autres. Ou ah, comme tu as une schizophrénie, j'ai peur de toi. Ou ah, comme tu as une schizophrénie, ben, je t'évite. Pensée, émotion, comportement. Donc ça, c'est la stigmatisation. C'est comme ça qu'on peut la reconnaître. C'est quand on fait une généralité sur quelqu'un suite à son appartenance groupale. Et c'est cette tendance humaine qu'on a à faire des différences entre notre groupe et les autres groupes, nous versus eux. C'est ça la définition la plus compréhensible de la stigmatisation. OK, très bien. Je vais poser la question à Luc. Luc, du point de vue d'un usager de service, comment est-ce que vous comprenez la stigmatisation, puis quelles ont été vos propres expériences avec la stigmatisation? Ben, d'abord, c'était extrêmement difficile parce que ma vie était bouleversée, chamboulée quand on m'a annoncé ce diagnostic-là. D'abord en me disant, bon, vous êtes malade, il n'y a aucune chance de guérison, vous ne pourrez pas travailler, vous ne pourrez pas avoir une vie de père, etc., etc. Donc, ça frappe d'en face, comme on dit, puis on est renversé, puis on a de la misère à comprendre, on a de la misère à... Puis là, surtout quand on est hospitalisé avec 20, 30 autres personnes, puis qu'on côtoie, puis bon, c'est sûr qu'ils ont des problèmes, là, mais ça va bien, etc. Donc, moi, on m'a privé littéralement de travail, on m'a privé de mes enfants, on m'a privé de logement adéquat, on m'a privé de pas quelque chose au nom de la schizophrénie en disant, ben, il n'y a rien à faire. Et à chaque fois que je me présente, on prend bien soin de me dire Luc qui est schizophrène, on disait ça dans le vélo. Un point tel que je pensais que c'était mon nom de famille. Luc schizophrène. Alors que c'est Luc Mignot parce que voilà, on ne voit en moi, comme Kevin Mack l'a très bien décrit, on ne voit en moi qu'une personne malade, qui n'a pas de force, qui n'est pas capable de... Alors que, bon, ceux qui savent, je suis rendu à mon troisième livre là, sur la santé mentale. Je suis patient partenaire là, ici à Québec, puis avec Kevin Mack à l'Université de Bordeaux. Donc, voilà, là, il y a des choses qui changent beaucoup. Mais c'est difficile. Puis là, l'estime de soi qui embarque là-dedans. Je suis juste un malade, donc je peux pas avoir de conjoint, je peux pas avoir une vie sociale, etc. Et c'est très dur de se défaire de ça. Je peux vous dire que c'est extrêmement dur. Voilà, c'est comme ça, moi, que je perçois. OK, très bien, merci, Luc. Marie-Ève, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Luc, hein. Donc, comment vous comprenez-vous la stigmatisation, puis quelles ont été vos propres expériences avec la stigmatisation? Bien, en fait, moi, j'ai le trouble bipolaire de type 1 comme diagnostic. Et puis, avant de tomber malade, ben moi, en fait, tout allait bien. Je ne vivais pas de stigmatisation, en fait. Et puis là, je tombe malade. Et puis là, la stigmatisation arrive en même temps que la maladie. Et puis là, ben, c'est ça. Puis là, je me suis rendu compte qu'avec cette maladie-là que j'avais, ben, les gens pouvaient me juger, me trouver des étiquettes, me percevoir comme problématique. Et puis pourtant, moi, je me battais seulement avec une maladie. Je comprenais pas pourquoi on m'allait m'identifier des choses qui n'allaient pas du tout avec moi, comme il y a certains, par exemple, personnes qui ont le trouble bipolaire et à certains moments d'instabilité, par exemple, ils font des folles dépenses. Bon, moi, ça m'est comme pas arrivé par rapport à ce que j'ai vécu, tout simplement. Mais quand, par exemple, je pouvais dire, ah ben oui, j'ai le trouble bipolaire comme maladie, ben, quelqu'un pourrait dire, ah ben oui, toi, tu fais des folles dépenses. Mais là, je ne savais pas comment expliquer le truc. Ben non. Alors, ça devenait comme compliqué. Et puis, à force de stigmatisation, d'avoir plein d'idées fausses à mon sujet, ben, j'ai commencé à moins m'aimer, à moins m'estimer, à me demander si j'avais une place vraiment dans la société. Et puis, c'est ça, comme le dit si bien Luc, ben, ça nous éteint là, à un moment donné, la stigmatisation.
Mm. Quelles ont été les sources de stigmatisation pour vous? C'est de où vous avez entendu parler ou eu ces genres de messages-là? Dans le fond, par exemple, ça pouvait être dans mon milieu de travail. Bon, est-ce que Marie-Ève, c'est une personne dangereuse? Tu sais, mais moi qui est si pacifique, qui met tellement d'amour auprès des enfants, comme expliquer que je ne ferais pas de mal à une mouche, tu sais, alors, c'est arrivé dans mon milieu de travail ou par exemple, pour rencontrer un conjoint, justement, ça peut mettre un frein aussi, là, tu sais, ah oui, tu as cette maladie-là, OK, je vais te poser des questions, je vais essayer de creuser un peu. Alors, on voyait que ça compliquait davantage le truc et même que je voyais un peu de stigmatisation par rapport aux parents qui ont un trouble de santé mentale. Puis même moi, j'en suis mis à douter. Peut-être que moi, je ne peux pas avoir d'enfant. Alors, ça a même mis un doute sur le fait que je pourrais être mère. Aujourd'hui, je suis maman d'un beau garçon de 4 ans et puis je suis une très bonne maman. Mais comment expliquer que ce trouble-là nuira pas à mes compétences parentales? Puis même, je dis souvent, ils vont même les avoir améliorées, mes compétences parentales, parce qu'imaginez comment on grandit à travers les épreuves, combien on devient une meilleure personne. Puis justement, je suis encore plus sérieuse, encore plus consciencieuse, encore plus responsable de ma santé. Alors qu'on aurait pu me poser des fausses images sur mes compétences de parent, il a fallu que j'aille au-delà de ça, que j'aille au-delà de ce qu'on pouvait penser de moi. Il a fallu que je croie encore plus en moi pour y arriver. Merci, Marie-Ève. Vraiment, c'est des expériences vraiment importantes que vous partagez avec nous, là. On va revenir là-dessus parce qu'on veut, si vous avez commencé à toucher l'autostigmatisation aussi, on va revenir là-dessus. J'aimerais dire un beau bonjour à Michel, je pense qu'il est avec nous. Michel, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'espère que vous m'entendez aussi, hein? Oui, salut Michel. Donc, Salut Michel. Ouais, bonjour tout le monde. Je n'aurai pas de caméra, il n'y en a pas dans mon bureau à l'hôpital, alors ça va être ma voix. Il n'y a aucun problème, Michel. Michel, j'aimerais savoir de votre point de vue, si on avait parlé de la stigmatisation qui existe dans notre société, qui peut venir de différentes sources. Quelle est votre expérience avec la stigmatisation? Puis est-ce que le réseau de la santé peut être une source de stigmatisation pour les gens? Ça, c'est certain, parce que c'est un des premiers systèmes qui va stigmatiser les gens. Alors, ça, c'est certain, on le voit bien. C'est un peu à cause, parce que je pense que je dresserais un tableau historique un peu de la stigmatisation. Il y a eu la décence, je recule plusieurs dizaines d'années avant. Puis à l'époque, c'était les institutions qui ordonnaient, l'ordre, qui avait un ordre établi, c'était vraiment top-down. Et puis, quand tu allais dans un hôpital psychiatrique, il y avait à Québec, par exemple, à l'hôpital psychiatrique, il y avait peut-être 5000 personnes, 6000 personnes, et il peut rester là des années de temps. Les hôpitaux psychiatriques, c'était tout inclus. Puis, cimetière compris. Puis, cimetière compris, oui. Cimetière compris. Puis, donc, tu fais rester là longtemps. Puis, il y a eu une décence massive. Puis, il y a une phrase que j'aime bien qui a été dite par Michel Simard du Centre Le Havre, qui dit « Nous sommes passés de l'enfermement dans l'institution. » On peut penser à la psychiatrie, mais on peut penser à l'Église, on peut penser à toutes sortes de choses. L'enfermement en institution à l'enfermement dans l'errance. Autrement dit, tout le monde, comme Marie-Ève le comptait en tant que mère, par exemple, tout le monde doit faire son chemin. Mais c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour quelqu'un qui souffre, entre autres, d'une stigmatisation liée à la maladie mentale, qui est chronique, avec la coercition qui va avec, puis, etc. Alors, je m'arrête là pour dire que c'est important de voir dans les solutions qu'il n'y a pas juste les gens qui souffrent d'un trouble mental qui sont, en guillemets, pognés dans ce monde de stigmatisation. Je dirais qu'il y a aussi les gestionnaires, les professionnels de la santé, ils sont enfermés dans une bureaucratie top-down, puis ils sont un peu des pions. Tu sais, je termine là-dessus, quand cette semaine, on lit dans le journaux qu'une infirmière qui a été
suspendu quelques jours parce qu'elle a mangé une toast d'un patient. J'ai dit, donc, ça ressemble pas mal à la coercition, ça. Faites aux gens qui travaillent. J'arrête ici. Mais je peux me permettre, Mathieu, aussi, la désince, d'ailleurs, le protecteur du citoyen à l'époque a clairement dit que c'était une désince sauvage qui était faite. Sauvage, c'est le terme qu'il a employé, c'est pas moi, là, dans le sens où on a mis dehors des gens par centaines, par milliers, sans aucune aide. Oui, il y a eu des exemples gagnantes là, dans les ressources internet, ça, mais la majorité des gens, on les a mis dans la rue en disant, ben voilà, on pensait à tort que le problème, c'était l'institutionnalisation. Donc, si on les sort de là, mais ils vont bien aller. Alors, on s'est mis le doigt dans l'œil, évidemment. Et ça, c'est important de dire, ouais, mais il ne faut pas qu'ils restent dehors. Regardez la désince que ça a donné. Mais attention, si on met des gens dehors avec un bon accompagnement, ça va bien, là. Ça aussi, c'est important de mettre ça dans le Par contre, la désince, ça n'a pas été un succès. Pour certains, oui. Mais oui, ils sont c'est sûr qu'il y a eu des belles affaires. Rupture sociale, stigmatisation, pauvreté, etc. Donc, ça n'a pas été un succès pour tout le monde. Non. Kevin Marc, j'ai le goût de vous inviter à peut-être réagir à ce qui a été déjà dit sur la question de la stigmatisation. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été partagées pour Luc ou Marie-Ève ou même Michel qui vous fait réfléchir? Oui. Pour rebondir aussi sur la question que vous avez posée sur les sources de stigmatisation, c'est surprenant de l'apprendre parfois, mais quand on demande aux personnes quelles sont les principales sources de stigmatisation, les professionnels de santé mentale ou les services de santé mentale, les pratiques de santé mentale sont l'une des premières sources citées. Parce que les gens arrivent dans les services, arrivent auprès des professionnels en état de vulnérabilité ou en tout cas en laissant apparaître une vulnérabilité, en voulant faire confiance à quelqu'un. Et donc, dès qu'on a un comportement stigmatisant, ça va beaucoup marquer en fait la personne, vu qu'elle s'est livrée, vu qu'elle s'est confiée. Néanmoins, nous, soignants, on est quand même humains. On fait des erreurs et donc c'est juste que nos erreurs, elles arrivent dans un contexte qui n'est pas le contexte idéal pour les personnes et ça les marque beaucoup. Et c'est une des sources de stigmatisation, les pratiques en santé mentale les plus citées par les personnes avec l'autostigmatisation et avec la stigmatisation rencontrée par la population, enfin dans la population générale, les stéréotypes, les préjugés lambda. Peut-être restons avec vous, Kevin Marc. On a identifié l'autostigmatisation comme une des sources de stigmatisation. Donc, est-ce que vous pouvez juste définir un peu c'est quoi l'autostigmatisation, à quel point c'est un problème qui existe dans notre société? Tout à fait. Dans la société, la stigmatisation, c'est le fait de faire des généralités. Ça, on a bien compris. Donc, c'est de penser que les personnes sont dangereuses, incompétentes, sont imprévisibles, etc. L'autostigmatisation, c'est ce jour où on nous met l'étiquette diagnostic et où on pense que ces stéréotypes, ils vont être vrais pour nous. On va se les attribuer à soi. C'est-à-dire qu'avant, je pensais que les personnes qui avaient une schizophrénie étaient dangereuses. On me met l'étiquette schizophrénie et donc je commence à me poser la question, est-ce que je suis dangereuse? Marie-Ève disait ça tout à l'heure pour le trouble bipolaire. On peut penser que les personnes qui ont un trouble bipolaire ne peuvent pas avoir d'enfants. On me met l'étiquette trouble bipolaire. Maintenant, je commence à réfléchir vraiment à est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que ça peut être compliqué? Donc, l'autostigmatisation, c'est une dévalorisation de soi basée sur les fausses croyances, les idées reçues qu'il y a dans la société. Tout à fait. Marie-Ève, vous avez parlé de votre propre vécu, un peu d'autostigmatisation, aussi les fausses images, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que ça peut faire penser de vous-même. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer là-dessus? À quel point l'autostigmatisation a été une réalité pour vous dans votre parcours de rétablissement? Oui, vraiment, ça a été... c'est ça. Puis ce qui est particulier, c'est que justement, avant de tomber malade, je ne vivais pas de stigmatisation et je n'avais pas chez moi d'auto-stigmatisation non plus. donc, dans le fond, comme par exemple, on a tendance à dire, si tout le monde me dit que je suis ça, je le suis, comme on dirait à un enfant, t'es ci, t'es ça, il va finir par le croire. C'est le même principe, tandis que quand on est véhiculé d'images négatives de la maladie, de ce qu'on peut penser de toi,
on se l'approprie. Et je me rappelle une fois, je filais vraiment pas, j'étais en train d'écouter la télévision et puis là, on parlait de quelqu'un à la télé qui était dangereux, qui avait ma maladie. Puis là, je me suis dit, mais moi, est-ce que je suis ça moi aussi finalement? Mais pourtant, non, pas du tout. Mais c'est ça, c'est tout ce qui est véhiculé. Alors, ça nuit au rétablissement. Il n'y a aucun doute que ça nuit parce que si on avait toute la sympathie du monde, la compassion du monde, tout le monde qui voudrait être là pour t'aider, pour que tu ailles bien, ah ben là, on serait complètement ailleurs. Alors, c'est vraiment ça qui est intéressant de voir, c'est que ça nuit tellement à notre estime, à notre confiance, que ça nous nuit finalement dans toutes les sphères de notre vie. Alors, voir à quel point c'est important de ne pas stigmatiser les gens qui ont des troubles de santé mentale. Luc, à quel point l'autostigmatisation a été une réalité pour vous? Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a beaucoup marqué dans votre propre parcours? Ben absolument. Encore aujourd'hui, là, malgré tout ce que je fais, puis tout, en fin de semaine dernière, j'étais dans un souper avec des amis, on me dit à peu près 60 personnes, là, des gens que je connais plus ou moins. Là, bon. La fameuse question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis gêné, là, j'ai même honte. J'ai 62 ans, je suis un auteur, un conférencier international, j'enseigne à l'université. J'ai encore honte parce que je vois le visage en avant de moi changer. Et quand je dis, mettons, je suis père aidant, parce que, ah oui, c'est quoi tu as eu? J'ai eu la schizophrénie. Eh, monsieur, les yeux ronds comme des 2 piastres. Il y en a qui disparaissent à un moment donné, fait que tu t'en vas tout seul à ta table. Ah, ça, je le vis encore. Puis ça me touche. Dans la recherche, pareil, on rencontre. J'ai fait de la recherche avec des gens à la paire qui ne me connaissaient pas. Puis là, la personne qui m'accompagne était psychologue, justement. Puis vous, M. Vigneault, ben, moi, je suis le patient. Et la face le tombe, là, c'est encore aujourd'hui. Fait que, mais par contre, vous savez, j'arrive ce matin à l'Université Laval, à la faculté de pharmacie, avec Marie-France Demers, où l'université m'engage pour donner un cours avec mon savoir expérientiel, puis j'ai le même salaire qu'un quelqu'un qui a un PhD. En disant, le savoir expérientiel, ça vaut la même chose. C'est quand vous donnez des cours, vous donnez un cours. Puis d'ailleurs, l'an dernier, Kevin Marc m'a fait l'honneur, le privilège de m'inviter comme membre du jury de sa thèse doctorale. Imaginez, à Bordeaux, avec tous des PhD, moi, avec ma schizophrénie, en disant, ben, il mérite d'être là parce que pour lui, c'est d'aller au bout de la logique. Il faut aller au bout de la logique. Si on n'a pas de préjugés, pas de stigmatisation, mais son savoir expérientiel, il vaut autant que mes collègues qui ont un doctorat. Puis, je veux me faire juger par lui comme un de mes pairs. C'est extraordinaire. Oui, d'un côté, c'est difficile, mais d'un autre côté, il se passe tellement de belles choses, dont le webinaire de Speedy, qui est extraordinaire. On n'aurait pas vu ça encore il y a quelques années. Là. Voilà. Je pense que je suis d'accord avec vous. Il y a des mentalités qui sont en train de changer. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Peut-être, Luc, on parle de rétablissement. On a utilisé ce mot-là à plusieurs reprises dans le cadre de ce dialogue-là. Et parfois, on peut confondre un rétablissement clinique et un rétablissement personnel. Oui. Est-ce que peut-être juste élaborer un peu sur cette différence-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un rétablissement personnel? Puis quel est le lien avec la stigmatisation ou même l'autostigmatisation? Ben, le rétablissement personnel, c'est beaucoup en lien avec notre projet de vie, avec ce qu'on veut faire. Je veux être père, je veux être mère, je veux voyager, je veux faire des cours de dessin. Et souvent, la maladie, faut pas se cacher, induit en nous des troubles cognitifs, induit en nous des problèmes qui nous empêchent de réaliser notre rêve, ce qui fait que le rétablissement clinique embarque à ce moment-là. C'est de dire, ben, c'est pas d'éliminer les symptômes ou d'éliminer la maladie, c'est de permettre cliniquement à cette personne-là d'avoir une vie
normal, entre guillemets, c'est-à-dire de se lever le matin, de se laver, de se faire un petit déjeuner, d'aller travailler. C'est ça, pour moi, un rétablissement clinique. En dépit que j'entends encore des voix, ou en dépit, Marie-Ève qui a aussi des highs ou des downs, parfois, qui sont tout à fait normales, en guillemets, là. Tu sais, bon, on vit, par exemple, une pandémie de problèmes pulmonaires chez les enfants. Marie-Ève a un enfant, il n'échappe pas. Ben, c'est sûr que, comme parent, tu n'es pas bien là-dedans. Maladie mentale ou pas, tu n'es vraiment pas bien là-dedans. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, le rétablissement clinique, c'est pas de faire disparaître les symptômes, c'est absolument pas. C'est un outil, c'est le moyen pour que la personne puisse aller suivre son projet de vie. Voilà. Je ne sais pas si mes collègues sont d'accord, là, mais c'est ce que je pense. Ouais, merci, Luc. Michel, j'ai le goût de vous poser la question suivante. On voit qu'il y a des personnes qui vivent avec une autostigmatisation. Est-ce que c'est difficile ou facile à reconnaître comme clinicien? Est-ce que c'est quelque chose, comment on peut reconnaître cette autostigmatisation chez les gens? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les soutenir? Une bonne question, parce que c'est pas si facile à reconnaître que ça. Je pense que je vais raconter une anecdote. Il y a quelques années, je présentais avec une père aidante qui s'appelle Nathalie Lague, que vous connaissez peut-être. Oui. On présentait entre autres sur le processus de rétablissement. Je me souviens qu'il y avait peut-être 100, 150 personnes dans la salle. Et là, on a parlé du rétablissement. En fait, au lieu que ce soit moi, le psychiatre, qui demande à Nathalie quel a été ton processus de rétablissement, on a viré ça à l'envers. Mm-hmm. Elle me questionnait moi sur mon rétablissement, pas à titre d'un trouble mental sévère que j'avais eu, mais à titre de psychiatre. Comment tu t'en es remis d'être psychiatre? Ça a l'air fou de même, mais c'est un rapport avec la question que tu me poses, à savoir, ça dépend quels sont les yeux avec lesquels tu vas regarder la personne devant toi. Puis, si toi-même, comme intervenant ou professionnel en santé mentale, tu as cheminé, tu es sorti de l'hôpital, tu es moins sous la domination des impératifs médicaux, par exemple, je pense que tu n'auras pas le même regard sur les personnes. Par exemple, si une personne me dit prendre distance par rapport à ce que je dis, prends pas des médicaments ou ainsi de suite, je ne prendrais pas ça comme étant une résistance, je prends ça comme étant une force. Être capable de dire non. Je commence comme ça. Puis, en fait, on va miser beaucoup sur l'alliance, sur la personne. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ressens? Ce qu'on veut, c'est ton bien, mais on ne sait pas nécessairement ce que ça veut dire. C'est toi qui vas le dire. Alors, pour répondre à la question, comment on fait pour savoir si quelqu'un tient un discours de personne stigmatisée, ça dépend pas mal des yeux de celui qui regarde. Alors, c'est un peu comme ça. Je ne réponds peut-être pas à la question complète, mais ça donne quand même un angle pour la réponse. Oui, merci Michel, ça nous éclaire. Je vois qu'il y a des questions qui commencent à accumuler dans le chat, puis c'est vraiment fantastique. On va essayer de voir si on est capable de réserver un peu de temps pour répondre à certaines de ces questions-là. J'aimerais poursuivre avec une série de questions en lien avec les conséquences de la stigmatisation sur vous. Dans le fond, c'est juste une question ouverte au groupe. Donc, quelles sont les conséquences entraînées par la stigmatisation et ou l'autostigmatisation? Je vous lance cette question-là, puis n'hésitez pas à répondre. Je ne vous lance pas une question directe. Donc, Luc, Marie-Ève, Kevin Marc? Peut-être que il y a des conséquences. La littérature internationale a identifié beaucoup de conséquences sur la santé mentale, sur la santé physique, sur la capacité à se rétablir, sur la relation avec le soignant, sur l'adhésion aux soins, puisque quand on est dans une société qui stigmatise, du coup, on a peur aussi d'aller dans l'hôpital, d'aller dans l'institution, d'aller dans ces services où il y a marqué en gros psychiatrie, etc. Donc, tout ça. Néanmoins, il y a aussi des conséquences chez le stigmatisant. Moi qui travaille plus précisément chez les soignants en santé mentale,
En fait, ils ne stigmatisent pas avec joie non plus. Peu de soignants que je connais a choisi ce métier par perversion, plutôt pour aider les autres. Et par exemple, les pratiques de contention, d'isolement, tout ça, il y a des études qui montrent que les soignants le font vraiment pas de gaieté de cœur, quoi, et ressentent beaucoup d'émotions négatives lorsqu'ils doivent mettre ça en pratique. Et en fait, sont démunis de parfois ne pas avoir d'autres pratiques, de ne pas avoir d'autres savoir-faire et de devoir reproduire ça. Et sont un peu coincés dans ces pratiques-là. Donc voilà pour les conséquences. Je pense que aussi une conséquence qui est difficile à accompagner quand on est soignant chez les personnes, et je pense que j'ai repéré ça dans le discours de Luc et de Marie-Ève, c'est que quand on est stigmatisé et qu'on s'auto-stigmatise, c'est comme si on devait faire mieux que tout le monde dans la société pour prouver qu'on y arrive. Moi, j'avais des collègues qui allaient au domicile des gens pour évaluer s'ils pouvaient vivre en autonomie. Ils avaient des critères que même moi, je n'avais pas dans ma chambre d'étudiant à l'époque, c'est-à-dire avoir toujours la vaisselle faite, avoir toujours la douche clean, avoir toujours les vitres propres, etc. Moi, je n'avais pas ces critères pour moi. Mais on établissait ces critères-là, et puis hop, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, ben, c'était signe qu'il y avait un manque d'autonomie. Alors peut-être que moi, je n'étais pas autonome, peut-être. Je ne sais pas, mais je pense que pour défier la société, il y a de l'internalisation qu'il faut être irréprochable, et ça bloque beaucoup aussi le parcours de rétablissement, parce qu'un humain n'est pas irréprochable. Un humain fait des erreurs et apprend de ces erreurs-là. Donc ça fait partie des conséquences aussi, je pense. Merci, c'est super intéressant. Marielle, je vais vous inviter à rebondir aux commentaires de Kevin Marc parce que je me souviens, lorsqu'on avait parlé en préparation de ce dialogue-là, vous avez parlé de l'importance d'être un super enseignante, une super maman, un peu pour contrer cette vision. Est-ce que vous voulez juste partager avec notre audience aujourd'hui comment vous avez vécu ça? Ah, ben certainement. Dans le fond, c'est ça, c'est comme si je voulais prouver que non, c'est pas parce que j'ai cette maladie-là là, justement, oui, je vais être une bonne enseignante, fait que je vais me donner à fond, je vais être une bonne mère, je vais me donner à fond, parce que faut pas que je me dise, ben, les idées qu'on va me dire, c'est pas ça, je vais vous le prouver que c'est pas ça, les idées que vous êtes tenté de me rentrer dans la tête. Alors oui, ça met une pression énorme. Alors, c'est hyper fatigant finalement. mais c'est ça. Alors, justement, ça malheureusement, comme conséquence, ben, ça le nuit un peu à mon travail, comme si j'avais un syndrome de l'imposteur fois 1000. Après ça, ben, aussi, il a fallu, comme effet, que je détermine exactement quelles étaient mes grandes forces à moi, quelle était vraiment ma valeur à moi au-delà de tout. Alors, ça m'a permis de faire une démarche sur qui je suis réellement, finalement, parce que je ne voulais pas me mentir à moi-même, puis je ne voulais pas justement que les idées qu'on me donne, ça soit des bonnes idées, je voulais que ça soit vraiment que je trouve ma voie à moi. Puis malheureusement, la stigmatisation a fait que mon rétablissement était plus long. Que le processus de rétablissement était beaucoup plus long à cause de ça, parce que ben, des fois, on s'isole davantage ou, tu sais, alors, tandis que quand tu as une maladie d'ordre plutôt physique où il n'y a pas de stigmatisation, ben là, justement, par le soutien énorme, on s'en va davantage vers la guérison, tandis que là, ben, disons qu'on a beaucoup plus de difficultés. Et pour moi, le rétablissement, c'est quand j'ai ressenti que je me levais le matin et je n'étais pas dans les douleurs, je n'étais plus en train de me battre contre quelque chose, je pouvais jouir pleinement de la vie, d'être heureuse, d'avoir le goût de tout. Alors ça, c'était merveilleux pour moi. Et puis, ben, c'est ça. Malheureusement, c'est comme si avant, je pensais que les autres savaient mieux que moi qui j'étais. Ouais. Et non, c'était pas ça du tout. Et c'était pas ça la voie, là, finalement. Merci, Marie-Ève. On voit Luc hocher la tête. Oui, ben oui, écoute. C'est très parlant ce que vous partagez. C'est quelque chose qui est peut-être vécu par plusieurs
c'est par plusieurs ou de nombreuses personnes qui vivent avec ces difficultés-là. Luc, c'est quelque chose de déplorable, hein, la stigmatisation, quelque chose qu'on ne veut pas dans notre société. Est-ce qu'on peut être optimiste face à l'avenir? Est-ce que vous avez vu comme des progrès par rapport à ça dans notre société ou aussi dans vos contacts avec le réseau de la santé, chez les professionnels? Est-ce que, dans le fond, comment vous voyez ça, l'avenir est-ce qu'on peut être optimiste? Absolument. Je pense que ce matin, j'étais à l'université avec des jeunes brillants, intelligents, dont la flamme est là, puis eux, ils ne comprennent pas la stigmatisation, comment ça qu'elle existe même, là, tu sais. Donc, il y a cette nouvelle génération-là qui arrive et qui dit qu'il faut mettre fin à ça. Mais aussi, ça prend, je pense que la littérature aussi l'a montré, ça va prendre des mesures des mesures, je dirais, coercitives auprès de certains employés qui résistent et qui ne veulent pas arrêter de stigmatiser les gens, ben, on va falloir les inviter à aller travailler ailleurs. Ça, je pense que pour moi, c'est clair. S'ils ne veulent pas participer, écoute, on entend tous les jours. Vous savez que à la clinique des premiers psychologues, la CNDV, des jeunes qui sortent de l'hospitalisation, la première chose que les psychologues font, c'est de gérer le traumatisme qu'on leur a induit lors de l'hospitalisation. Moi, c'est pas normal, ça, que tu vas à l'hôpital, tu ressors psychiquement traumatisé pour le restant de tes jours. Tu as le syndrome de la blouse blanche qu'on appelle, tu as peur du monde. Ça marche pas, ça. C'est pas normal. C'est pas normal que toutes les unités soient barrées tout le temps, alors que la majorité des gens qui sont là, ils sont de leur propre chef, sont allés se faire soigner de leur propre chef, etc., etc. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais heureusement qu'il y en a, comme l'initiative qu'on fait aujourd'hui, mais aussi, ça va prendre, moi j'appelle ça un coup de poing sur le bureau de la haute direction, dire là, c'est assez, là. C'est assez. Faut prendre des mesures pour stopper cette stigmatisation-là, puis d'arrêter de dire que les gens ne sont pas capables, puis d'arrêter de dire qu'ils ne pourront jamais travailler. Vous savez, moi, quand je demandais à voir un psychologue, on me disait non, les schizophrènes, on perd notre temps avec ça, ça ne donne rien. C'est quoi ça? Aujourd'hui, Dieu merci, les schizophrènes ont accès à des psychologues, mais ça ne fait pas longtemps. Là. C'est pareil pour le marché du travail. Vous savez, dans tous les CIUS du Québec, c'est une maladie mentale. Bonne chance de travailler dans le système de santé. Et même en France, c'est comme ça. L'espérance de vie des malades mentaux au Canada est de 15 à 25 de moins. En France, une étude que je suis, les personnes qui ont le cancer avec une maladie mentale ont une espérance de vie de 18 ans de moins. Pourquoi? Parce qu'on ne les croit pas, on ne les soigne pas. Ils arrivent à l'urgence, on est assis dans le coin, il y a un psychiatre qui arrive, puis mais là, on ne l'a même pas ausculté. C'est ça quand je dis le point sur la table, je dis là, toute personne qui va se présenter à l'urgence, on va l'ausculter minimalement. C'est pas parce qu'il y a une maladie mentale que c'est nécessairement imaginaire dans sa tête. Puis je terminerai, cher Mathieu, en disant le taux de chômage des malades mentaux graves comme moi puis Marie-Ève, c'est 80 %. On est en pénurie de main-d'œuvre. On paye des gens pour faire de l'immigration, puis c'est parfait. Moi, je suis le premier à dire bravo. Mais on laisse nos gens, même les immigrants, à un coup qui sont arrivés ici, s'ils développent maladie mentale, on les tasse, on les laisse là. 80 % ne travaillent pas. 55 % des gens qui ont un trouble transitoire ne travaillent pas. Ça ne marche pas. Pour moi, ça me dit non, il faut arrêter ça. Puis je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, ça peut éveiller des consciences, mais ça prend aussi, il faut donner, on chiale bien contre les cadres là, à l'hôpital, mais il faut leur donner les moyens. Tu sais, quand on leur dit, ben gars, tu vas faire des coupures. Quand tu fais des coupures, tu coupes des services. Il faut aussi leur donner les moyens aux gens de gérer de façon optimale notre réseau de la santé. Puis en terminant encore, plus qu'on investit dans l'établissement, moins ça coûte cher à l'État. C'est fantastique! Tu sais, parce que les gens se rétablissent, donc ils utilisent moins de services, etc. Voilà, c'est un cri du cœur, excusez-moi, mais j'en avais besoin. Tu sais. Voilà. On a voulu que tu sois là pour ça, Luc. Dans le fond,
Puis on a beaucoup de personnes qui vous écoutent en ce moment. C'est tous des points super importants que vous partagez. Kevin Marc, de votre point de vue, clinicien, personne, chercheur en France, qu'est-ce que vous voyez quelle est la situation? Puis est-ce que vous êtes optimiste? Qu'est-ce qui s'en vient comme initiative ou stratégie pour lutter contre la stigmatisation? Mhm. Alors oui, il y a de l'espoir, mais ça va prendre du temps. Il faut avoir conscience que la stigmatisation, c'est un processus qui vient d'un processus humain qui s'appelle la catégorisation. Notre cerveau, il a besoin de ranger dans des boîtes les choses pour comprendre le monde qui l'entoure. Donc, c'est pas demain, la veille, qu'on va lutter contre notre humanité et lutter contre ça. Néanmoins, il y a des publics chez qui c'est beaucoup moins accepté d'être stigmatisant. En tant que soignant, c'est beaucoup moins accepté que mes collègues soient stigmatisants. Notre travail, c'est justement d'avoir les pratiques les moins stigmatisantes possibles. Et pour ça, Stigma Pro, le programme de recherche que je coordonne, a créé une intervention anti-stigma chez les professionnels qui a pour but justement de réduire la stigmatisation dans les pratiques. Et derrière, après, les professionnels sont beaucoup plus ouverts à d'autres pratiques, comme les pratiques en inter-établissement, qui sont des pratiques beaucoup plus souhaitées et voulues par les personnes concernées. Puis après, je ne connais pas le contexte chez vous. Chez nous, il y a des publics comme ça qui sont visés comme les adolescents, des stigmatisés dès l'adolescence pour faire comprendre les enjeux de la santé mentale, les journalistes, pour éviter qu'il y ait des grandes unes qui soient faites terrifiantes sur la maladie mentale, parce que ça touche beaucoup la population générale. En France, on a aussi les premiers soins, les premiers secours en soins en santé mentale. Comme on apprend à faire le bouche à bouche et le massage cardiaque, on apprend les premiers signes, les premiers signes de maladie pour pouvoir aider son prochain, pour pouvoir le repérer chez soi-même aussi. Donc ça, c'est des solutions qui vont permettre de considérer, j'espère bientôt, la santé mentale au même niveau que la santé physique. En France, on a beaucoup de salles de sport pour la santé physique. Il faudrait des salles de santé mentale pour que tout le monde puisse venir entretenir cette santé mentale aussi. Bravo. Bonne idée. Ouais. Marie-Ève, peut-être, dans le fond, vous êtes récemment, nouvellement père aidante. Donc, quel est le rôle des pères aidantes pour contrer la stigmatisation? Comment vous, dans vos propres actions, vous voulez faire une différence à cet égard-là? Dans le fond, moi, j'ai l'intention de communiquer justement que il faut voir la personne en premier et non sa maladie. Il faut voir toutes ses forces, qui elle est, sans se soucier du diagnostic, comme on le ferait avec quelqu'un, par exemple, qui ferait du diabète. On n'a pas cette idée de le juger par rapport à son tempérament, sa personnalité. On n'a pas ça. Là, on ne se dit pas, elle ne deviendra pas mon amie, elle a du diabète. Là, on n'ira pas. Mais c'est d'en venir justement à être dans la société, à faire notre place, puis à montrer, ben non, je suis tout ça, je suis quelqu'un de bien. Alors, c'est vraiment... pour moi, une démarche pour justement qu'on soit accepté partout, dans tous les milieux, et puis qu'on apprenne à nous connaître. Puis souvent, les gens qui ont des troubles de santé mentale ont des vécus où ils ont vécu des choses difficiles, c'est triste, puis tout ça. Donc, justement, ça demande beaucoup d'amour, ça demande beaucoup de soutien, puis c'est un peu ça que je veux donner espoir aussi aux jeunes qui traversent la maladie, qui sont en train de souffrir, puis que de leur dire, ben non, on s'en sort, on se rétablit, puis après ça, c'est beau devant, tu sais, là, tu es dans la tempête, ça va pas bien, mais devant, c'est beau, il y a un bel avenir pour toi. Tu sais, aujourd'hui, je savoure tellement pleinement la vie. Puis j'ai passé par une période difficile. Puis c'est sûr que je vis encore des trucs difficiles dans ma vie, là, c'est pour ça. Mais on passe à travers, puis après ça, le soleil revient, puis de justement donner espoir par mon histoire, ben, c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Puis justement, j'enseigne encore, je suis encore dans les écoles, puis j'ai fait ma place malgré la stigmatisation, malgré la maladie, j'ai fait ma place, j'ai obtenu mon poste. Puis bref, c'est ça, c'est qu'on peut aussi avoir un parcours professionnel dans lequel on s'épanouit. Et puis, ce qui est spécial, c'est que
je suis au niveau primaire avec les tout-petits, puis eux, ils ne m'ont jamais jugé. Ils m'ont toujours dit, puis je vous le dis, ils m'ont toujours dit, Madame Maria, vous êtes une bonne enseignante, puis avec des dessins partout en revenant le soir. Alors pourquoi ces enfants-là n'ont jamais rien vu? Puis, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est important qu'on soit là parce que en plus de cette sortie de la maladie, on a développé énormément de qualités et de force intérieure. Et c'est des modèles que les gens doivent avoir, des modèles de courage, des modèles de persévérance, des modèles de personnes qui ont dû bûcher, puis finalement, ils s'en sont sortis, même s'il y a encore des périodes difficiles. Oui, absolument. Bien, merci Maria pour ça. Puis je trouve que vraiment, c'est autant vous que Luc, vous êtes des modèles de rôle exceptionnels hein, pour nous tous. Puis dans le fond, ça donne vraiment des images puis des portraits beaucoup plus justes de la santé mentale. Puis on se rappelle que c'est nos amis, c'est nos voisins, c'est les membres de nos familles, c'est tous ces gens-là qui ont ça. Donc, il faut comme les traiter de façon très humaine et reconnaître les personnes dans un premier temps au-delà de leur maladie. Je vois l'heure filer, il est à 12h54. On va prendre des questions. Il y a plusieurs commentaires et plusieurs questions dans le chat. Mais avant de faire ça, je vais peut-être inviter Julie à juste se connecter pour expliquer un peu ce qui s'en vient, mettre un peu la fin à cette première partie du webinaire. Puis on va pouvoir poursuivre pour une autre 30 minutes pour la discussion. Merci Mathieu. Donc, c'est ça, on approche rapidement 13 heures. Donc, il y a peut-être certaines personnes dans notre audience qui vont avoir à nous quitter. Donc, on vous remercie beaucoup très sincèrement d'avoir été là. On espère vous revoir lors du prochain dialogue qui va avoir lieu le 10 février, toujours sur la question de la stigmatisation, mais cette fois-ci avec une orientation davantage sur les approches et les interventions novatrices pour la contrer et y faire face. Je vous rappelle quelques informations là. Comme indiqué en début de séance, donc les invités restent présents, comme Mathieu le disait, pour répondre aux nombreux commentaires et questions qui ont été partagés dans le chat. Donc, on vous invite, si c'est possible pour vous, à rester avec nous jusqu'à 13h30. Il y a des crédits de formation qui sont disponibles pour reconnaître votre participation à l'événement d'aujourd'hui. L'information sur les façons de faire pour obtenir votre accréditation va vous être transmise par courriel dans les prochains jours. Si vous êtes intéressé à continuer à participer aux événements de Vitam, vous pouvez visiter notre site web vitam.ulaval.ca puis vous inscrire à l'infolettre de Vitam. On va maintenant passer à la période d'échange avec l'auditoire. Comme je vous ai indiqué en début de séance, je vous invite à lever la main ou à utiliser le chat comme vous l'avez fait pour adresser vos questions, commentaires à nos invités. Je passe le flambeau à Stéphane. Oui, merci. Effectivement, c'est maintenant le temps de la période de questions. Je commencerai peut-être pour l'instant commencer. C'est sûr qu'on ne pourra pas passer au travers de tous les commentaires et questions qui ont circulé dans le chat, évidemment. Sauf qu'on pourrait peut-être commencer avec une première. Une question de Véronique. Y a-t-il dans la stigmatisation un manque d'empathie, c'est-à-dire une incapacité des intervenants ou de l'entourage ou de la société à se mettre à la place d'une autre personne et de pouvoir imaginer ce qu'elle vit? Donc, je ne sais pas qui aimerait peut-être se lancer dans cette première question. Sur le processus de stigmatisation, non, il n'y a pas forcément de lien avec l'empathie. On a des professionnels qui sont très empathiques, mais qui continuent à avoir des croyances stéréotypées. On peut avoir beaucoup d'empathie, voire de pitié, se dire « Ah, le pauvre, comme il est schizophrène, il ne pourra jamais travailler, donc j'ai de l'empathie, je compatis sur ta situation. » Mais il n'empêche que cette phrase, c'est de la stigmatisation, parce que c'est préjugé que la personne ne pourra pas travailler. Donc, il n'y a pas spécialement de lien entre les capacités d'empathie et la stigmatisation.
Oui, merci, très bien. Donc, c'est ça, c'est vraiment comme deux processus qui sont distincts. Il y avait aussi une autre question d'un spectateur anonyme, mais je trouvais ça intéressant aussi, qui appelle au vécu des professionnels, en fait, qui peuvent vivre aussi des enjeux de problèmes de santé mentale. Donc, qu'est-ce que vous suggérez aux professionnels vivant un trouble de santé mentale et qui n'osent pas en parler à leur travail? Il y a le désir d'en parler pour déstigmatiser, mais aussi la peur d'être pénalisé. C'est quand même un sujet intéressant. Luc, est-ce que vous voulez tenter oui, une réponse? Parce que vous avez mentionné l'importance de l'emploi et du travail pour la personne. Donc, Oui, absolument. Mais justement, dans mon dernier livre là, sur la stigmatisation, là, il y a un psychologue qui a une maladie mentale qui vit dans l'Illinois, qui lui a parti un mouvement copier-coller sur les homosexuels, là, c'est-à-dire de faire une sortie de garde-robe. Ça s'appelle comme ça. Donc, on invite les professionnels de la santé à sortir du garde-robe et à dire, ben voici, moi, j'ai une maladie mentale. Ils font des soirées, puis bon, les gens se sortent du garde-robe. C'est suivi par une parade de fierté. Exactement comme... mais pas fierté d'avoir une maladie mentale, fierté d'être sorti du garde-robe, puis fierté d'être dans le rétablissement, puis fierté de dire qu'on n'est pas juste des malades mentales, on est des gens fiers aussi, puis on est capable de faire plein de choses. Puis je trouve ça... puis en même temps, il y a aussi en Angleterre là, un truc qui s'appelle l'employeur exemplaire, et les hôpitaux psychiatriques qui ont dit, par exemple, ben nous, on met un seuil 35% minimum, ça doit être des gens qui ont une maladie mentale qui travaillent dans l'hôpital. Ça inclut les médecins, les concierges, les psychologues, les TS, tout. Bon. Les gens ne sont pas obligés de divulguer, mais les RH le savent. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ont des troubles mentaux, ça fait baisser de façon significative la stigmatisation, justement, parce qu'on en parle là de la pause, puis etc. Donc, voilà, moi, je pense que il y en a des solutions à coût zéro. J'aime bien citer notre ministre de la Santé. Là. À coût zéro, pas de rien. Alors, on peut le faire. Ouais. Il y avait une autre question par rapport à vos propos, en fait, qui sont quand même en lien. Donc, comment réagir face à un collègue qui aurait peut-être des préjugés ou des propos un peu stigmatisants par rapport que ce soit à d'autres sujets ou des personnes qui auraient des problèmes en santé mentale. Donc, comment est-ce qu'on peut être un allié actif, dans le fond, puis réagir face à un collègue qui aurait des propos stigmatisants? Ben moi, si je peux me permettre, si l'occasion se présente dans un certain contexte, ça serait de raconter mon histoire. Je trouve que quand on raconte ce qui nous est arrivé, tu sais, on tranquillement, pas vite, c'est comme ça qu'on fait enlever la stigmatisation aussi dans nos milieux. Absolument. Puis, moi, par exemple, moi aussi, je fais partie du comité et des I là, avec Stéphane là, sur l'inclusion, etc. Là, chez Vitam. Puis moi, dans ma vie personnelle, je ne tolère pas de propos homophobes ou de propos racistes ou de propos stigmatisants, qui que ce soit. Donc, si à mon travail, il y a quelqu'un qui va étiqueter une personne avec des propos discriminants, mais je ne sauterai pas dans la face, mais je vais le prendre à part. On dit, tu sais, on dit plus ça, là, le mot commence en haine, le gars, il faut arrêter ça, là, à un moment donné, là, arrive en ville, là, puis souvent, je pense qu'Kevin Bach aussi, dans ta recherche, les intervenants, ils ne sont pas conscients qui stigmatisent. Les gens ne sont pas conscients ils vont dire un mot, mais c'est très blessant pour la personne, mais ils sont. Donc, souvent, juste de leur rappeler, ben, ça fait que c'est très aidant. Voilà. Oui, puis pour rebondir peut-être, il y a des quand il y a des croyances tenaces et que quelqu'un vous tient des propos en y croyant vraiment, en disant non, mais tous les homosexuels sont comme ça, ou tous les personnes qui ont un trouble bipolaire sont comme ça, etc.
Nous, en santé mentale, quand on accompagne des personnes qui ont des idées délirantes, la définition de l'idée délirante, c'est une idée qui ne peut pas changer malgré des preuves. On pourrait apporter des preuves du contraire que ça ne changerait pas. Donc, en théorie, la personne n'a pas forcément des idées délirantes, elle a des stéréotypes. La question que je pose quand j'accompagne ces personnes-là, c'est qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis? S'il n'y a rien qui peut faire changer d'avis, j'ai compris que c'était une idée qui, même face à des preuves, ne pourrait pas changer. OK. Même moi, j'ai peut-être des idées, ou face à des preuves, je ne suis pas sûr que je changerais sur l'implication de certains laboratoires avec le gouvernement français. Même si on me donnait des preuves, je ne suis pas sûr que je changerais d'avis. Donc peut-être c'est mon problème. Mais l'une des questions que vous pouvez poser pour commencer l'ouverture d'esprit, c'est OK, tu penses ça, tu penses que les personnes qui ont une schizophrénie sont dangereuses, mais qu'est-ce qui te ferait changer d'avis? Qu'est-ce qui te montrerait le contraire? Bah, ce serait de rencontrer quelqu'un qui a une schizophrénie et qui n'est pas dangereux. Ben, OK, ben, je vais te faire rencontrer Luc et tu verras qu'il n'y a pas plus gentil. Mais qu'est-ce qui te ferait changer d'avis? Commencer d'abord par essayer d'ouvrir l'esprit de la personne sans l'agresser et comme ça passera. Oui, très bonne question ouverte, en fait. Très bonne question de suggestion de questions ouvertes, justement, pour engager la discussion. Là, je pense que c'est un peu ça comme à chaque fois qu'on veut déconstruire des préjugés, c'est d'engager des discussions puis de déconstruire une à une les idées qui sont préconçues. Moi, j'aimerais peut-être ça aussi, en fait, me permettre une petite question en même temps que j'avais en tête. On l'avait abordé un peu lors d'une précédente rencontre, mais c'est sûr que la consommation de substances est souvent présente ou accompagne souvent les enjeux de santé mentale. Donc, à cet effet-là, c'est sûr que d'emblée, on comprend rapidement que la consommation peut affecter les enjeux de santé mentale et inversement, les enjeux de santé mentale peuvent influencer le comportement de consommation. Toutefois, j'aimerais ça vous entendre par rapport au à la double stigmatisation, finalement, qui peut venir avec ça, c'est qui vient autant du problème de santé mentale que de l'enjeu de consommation. Fait que c'est un peu c'est ça, j'aimerais savoir vos réflexions sur les enjeux de double stigmatisation comme ça. C'en est un exemple, il peut y en avoir d'autres, mais j'aimerais vous entendre. Ben, ici, à Québec, la santé publique fait une recherche sur les gens qui ont des toxicomanies, troubles mentaux, des tatous. Hein? Si t'as un tatou en plus, t'es venu, là, tu te présentes dans l'urgence. Ils veulent rien savoir de toi. Si tu parles de juste de marché, t'es autochtone, mais t'as le jackpot. Hein? T'as le jackpot, puis là, t'es quasiment sûr de ne pas avoir de soins. Et ça, c'est prouvé, là, c'est démontré, c'est pas une fabulation. Oui, il a juste arrêté de consommer. S'il consomme, c'est parce qu'il veut bien, alors qu'on sait très bien qu'arrêter de consommer, c'est pas facile. Ça prend du soutien, etc. Donc, oui, les gens sont doublement stigmatisés. Puis en plus, en santé mentale, je parle au niveau des troubles psychotiques, une personne sur deux a des problèmes de toxicomanie et alcoolisme. C'est quand même énorme. Chez les jeunes, moi, à l'urgence, chez les jeunes, c'est 100% nous arrivent intoxiqués. Donc, puis c'est leur faute. Alors, pourquoi je m'investirais à les aider, à les accompagner? C'est leur faute. Ils ont juste à pas soigner, ou on veut absolument pratiquer l'abstinence totale au lieu d'y aller vers la réduction des méfaits qui a démontré son efficacité. Non, le réseau, c'est ça. Et voilà. Puis quand les gens ont un congé de fin de semaine, là, ceux qui sont là depuis longtemps, quand ils reviennent, ils passent un interrogatoire de la police. T'as-tu fumé, puis avec qui? Puis, ah mon Dieu, alors que la population en général, souvent, fin de semaine, ben, comme tout le monde, ils peuvent consommer des psychotropes, l'alcool, etc. Là. Mais oui, c'est une très bonne remarque. Puis, en tout cas, moi, je l'ai constaté beaucoup, puis c'est dans la littérature aussi. J'ai l'impression, Stéphane, pour aussi de répondre à votre question, ça revient aussi un peu au commentaire de Marie-Ève sur l'importance de raconter des histoires. Puis parfois, dans notre entourage, puis parmi les modèles, même d'usagers partenaires, on n'a pas toujours dans notre face des personnes qui vivent ces doubles stigmatisations-là. Et je pense que c'est important que ces personnes-là qui vivent ces multiples formes de stigmatisation soient présents
dans nos discussions, soient présents dans nos équipes, ils soient capables de raconter aussi leurs histoires pour qu'on mette le visage humain derrière ça. Donc, je pense que ça aussi, peut faire partie des solutions. C'est de faire en sorte que ces gens-là ont une plateforme, puis ont leur mot à dire, puis ont des occasions de pouvoir partager, raconter leur histoire, afin de mieux saisir un peu qu'est-ce qu'ils vivent, puis comment ils peuvent être similaires ou différents de nous, mais au moins, ils sont capables on est confronté un peu à leur humanité et pas juste à leurs problèmes de santé et ainsi de suite. Oui, c'est ça, de les inclure directement dans les projets, en fait. Pour eux et par eux et pour eux. Oui, voilà. Oui, c'est ça. À cet effet-là, il y avait justement une question de Marie-Pierre dans le commentaire, dans les commentaires, dans le chat, dans la conversation, désolé. Comment pouvons-nous concrètement mettre davantage de l'avant le savoir expérientiel dans le cadre des services de santé et des services sociaux? Donc, on peut parler de lieux, mais concrètement, peut-être vous pouvez nous parler de certains projets dans lesquels vous avez été impliqués, par exemple, que vous avez vu que ça a apporté une différence. Et on veut savoir les bonnes pratiques, finalement, pour vraiment intégrer le savoir expérientiel. Les pères aidants, ça en est une bonne pratique. Dans plusieurs CCCUS, ici au CCUS de la capitale nationale, il y en a quand même plusieurs. Et aussi, il faut les payer. Hein, ces gens-là ne se vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Il faut que ça mange, il faut que ça ait un toit sur la tête. Donc, faut les payer. Cependant, là, il y a un petit problème là, dans les CCCUS qui refusent systématiquement de payer les patients partenaires. Donc, ça, c'est un problème. Alors qu'à l'université, on est très bien payé, très bien rémunéré. Moi, je suis impliqué chez Vitam, puis à chaque fois que je travaille pour Vitam, je suis payé. Etc. Donc, il y a c'est la façon, c'est d'y prendre, des engager, des inclure. Et en quelque part, il faut obliger les gestionnaire. Parce que les gestionnaires, ils n'ont aucune cible de rétablissement. Ils ont des cibles administratives, pour pas que ça coûte trop cher, pour pas que les gens soient hospitalisés trop longtemps, mais dire est-ce que vous avez des patients partenaires dans vos comités de coordination de vos services, là, on est loin de la coupe aux lèvres. Donc, moi, je pense que c'est fondamental de dépayer. Si vous payez, bon, ils vont venir. Mais c'est sûr, moi, j'ai vécu des expériences où on me demandait d'être des comités, puis de faire des conférences, puis alouette, mais on ne paye pas parce que ça ne vaut pas la peine. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça. La reconnaissance du savoir vient évidemment avec une reconnaissance financière. Marie-Ève, tu aimerais réagir? Dans le fond, là, se rétablir, là, moi, mon processus, là, vraiment, là, où j'ai souffert, là, ça a duré 7 ans. OK? Puis durant ces 7 ans-là, imaginez-vous le coffre à outils que j'ai dû me bâtir pour retrouver une santé. Et ça, là, c'est du travail. C'est pas un travail en soi, se rétablir, là. Puis le patient partenaire, dans le fond, ou la personne qui s'implique en santé mentale, dans le fond, elle parle de ce travail-là qu'elle a fait pendant 7 ans. Pendant 7 ans de temps, je vais vous dire, moi, ça m'a aidé. Ça, quand j'ai découvert ça. Fait que ce coffre à outils-là, là, et c'est sûr qu'il est propre à moi, mais il peut quand même semer des brèches chez plein de monde. Cette expérience-là, elle a une certaine valeur parce que j'ai vécu des choses terriblement difficiles. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour sourire, pour rire, pour aimer la vie, malgré tout ce qui m'est arrivé? Mais c'est ça qui est magnifique. C'est ça que je trouve bien qu'on ait cette parole parce qu'on le fait juste dans un seul but, c'est d'aider les autres, d'aider d'autres personnes à y arriver, puis aider même les intervenants peut-être à peut-être améliorer des choses en cours de route, puis se dire, ah ben oui, et même dans leur propre vie aussi. Fait que c'est ça qui est, tu sais, au même titre qu'un autre professionnel, tout simplement. Oui, définitivement, merci. Merci. Oui. Kevin, oui. Oui, je voulais rapidement dire aussi que en termes individuels, ce qu'on peut faire en tant que citoyen, c'est qu'aujourd'hui, il existe plein de médias, plein de réseaux sociaux sur lesquels les personnes témoignent. Il y a des exemples positifs partout. Juste partagez autour de vous. Et si vous avez quelqu'un de stigmatisant ou qui a des propos stigmatisants, ah, tu disais la dernière fois ça, ben regarde, lui, il a réussi à faire ça.
Et nous, par exemple, en France, on a Philippe Croison, il a une maladie physique, donc il n'a pas de jambes, pas de bras, et il a traversé l'océan, il a fait le tour, il a fait le Paris-Dakar. Et donc aujourd'hui, dans les mentalités en France, le handicap physique, c'est plus considéré comme quelque chose de totalement incapacitant, parce qu'il y a cet exemple-là. Donc on n'a pas de Philippe Croison de la santé mentale qui pourrait avoir cet effet-là. Mais juste en partageant des vidéos qui sont, ou des témoignages qui sont sur les réseaux sociaux, bah, c'est peut-être des croyances en plus qui vont reculer. Absolument. Puis, juste, Stéphane, par exemple, à l'association Vox Québec, là, vous pouvez aller à associationvoxquebec.ca aussi, où on est en train de mettre des liens, des témoignages, des partages. Sur YouTube, il y en a. En France, là, les clubhouses, ça déborde. Il y a plein de sites où il y a plein de témoignages de gens des parents aidants, qui ont des outils, etc. Donc, oui, c'est une excellente idée. Excellent. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent dans l'audience. Je vais donner la parole à Michel Gervais qui voulait aussi intervenir, mais après, j'irai du côté des mains levées chez les participants. Donc oui, Michel, on t'écoute. Ah, OK, merci. En fait, ce que je voulais dire, c'est parler du modèle de gestion, parce que je pense que ça joue un rôle dans la stigmatisation. C'est un modèle au Québec, puis ailleurs, rien qu'au Québec, qui est pyramidal, bureaucratie importante, plein de procédures. Puis en fait, les gens qui travaillent à l'intérieur de ça, qu'ils soient médecins professionnels, secrétaires, réceptionnistes, c'est des gens qui, à mon avis, sont aussi en partie stigmatisés, dans le sens qu'ils sont des pions. J'exagère, hein? Mais il doit suivre les procédures. Puis, quand on arrive à parler de réhabilitation, de rétablissement, je pense que ça prend un autre modèle de gestion. Ça prend ce qu'on appelle gérer un contexte complexe. Parce que tu n'es pas capable de prédire ce qui va arriver. Bon, les gens vont dire, quel médecin c'est ça? Il n'est même pas capable de prédire ce qui va arriver. Non, justement, de telle sorte que quand on gère un contexte complexe, l'archétype pour définir qu'est-ce que c'est un contexte complexe, c'est élever un enfant. Que marcher avec le premier ne marchera pas nécessairement avec le deuxième, ne marchera pas nécessairement avec le troisième, de telle sorte que la complicité entre le gestionnaire et le clinicien est beaucoup plus proche. Et puis, en fait, c'est pas tellement la destination qui compte, c'est le voyager. Et puis, c'est des gens qui vont avoir des unités de soins qui vont avoir une approche systémique. Systémique, ça veut dire, écoute, on invite, on est avec les groupes communautaires, on sort de l'hôpital, l'hôpital est capable de le sentir d'une certaine façon. Ça existe, ces unités-là. Si on pense aux unités de suivi intensif dans le milieu, où je travaille actuellement dans une unité qui hospitalise des gens à domicile. Puis on se parle souvent, puis une demi-heure de réunion le matin, une heure l'après-midi, tous les jours. Puis il n'y a pas 500 personnes d'inscrites au programme, il y a peut-être 15-20 personnes qu'on a des traitements, des soins avec une vision bio-psychosociale large à domicile. Ça fait toute une différence. Mais on est un peu prisonnier de l'hôpital. On va dire ça de même. C'est important de dire que je pense que les solutions qu'on a suggérées à date sont tout à fait valables. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Mais le modèle de gestion, je pense qu'il devrait être adapté pour favoriser le rétablissement. Exemple, pourquoi est-ce qu'on attend, par exemple, que seulement les urgences soient admises à l'hôpital, alors que la gravité ou la sévérité n'a pas tellement d'importance, c'est pas prioritaire. Je suis pas mal certain qu'il y a beaucoup de gens qui mériteraient d'avoir des soins en ville, si on peut dire, qui n'en reçoivent pas parce que c'est pas considéré comme étant urgent. Sévère peut-être, mais pas urgent. Ce que je veux dire, c'est que donc ma suggestion pour améliorer le sort des gens,
c'est qu'il y ait une approche plus systémique dans ce qu'on appelle un contexte complexe. Puis l'archétype, je répète, c'est élever un enfant. J'aime bien l'idée et l'image archétype. J'arrête. Oui, merci. On retient intervention systémique et intégrée. Hein, on s'entend. Donc, je donnerai maintenant la parole à Isabelle Côté, qui aimerait adresser une question. Ah, ça ne marche pas de mon côté. Isabelle, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui. Est-ce que ça va? Oui. OK. D'abord, je voudrais vraiment féliciter tous les panélistes et aussi que ce soit Mathieu, les modérateurs, les chatteurs. C'est extraordinaire de voir comment une émission comme ça, parce que c'est une émission qui devrait même être diffusée à Télé-Québec ou autre, peut faire comprendre jusqu'à un certain point que parfois même sans le vouloir, on peut stigmatiser et comment ça peut être souffrant pour les personnes qui le vivent, mais comment il y a de l'espoir aussi au bout de tout ça. Et je trouve que de façon formidable, tous les panélistes, toutes les personnes impliquées pour cette rencontre-là ont été extraordinaires. Je vous félicite. Et je suis très, très sensible à la question de la schizophrénie. Donc, un très gros merci. Merci, Isabelle. Oui, merci. Est-ce que donc je passerai la parole maintenant à Daphné. Est-ce que vous aviez une question, Isabelle, ou c'était pour partager votre commentaire principalement? Parfait. Oui, à Daphné. Oui, il faut juste débloquer votre micro aussi. Ça ne marche pas non plus. Pendant que vous cherchez, j'aimerais rajouter quoi ce que Michel Gervais a dit, qui est important. Vous savez, les psychiatres sont payés à l'acte, mais sont très peu payés s'ils vont en domicile. Ils sont beaucoup payés s'ils sont dans le bureau à l'hôpital. Donc, c'est pas mal vrai, pas mal vrai. Pas mal vrai, hein? Donc, le mode de rémunération n'a pas suivi la tendance clinique, la tendance du rétablissement. Ce qui fait que ça incite pas c'est des humains, là, je veux dire. Donc, puis même, je me suis laissé dire que certains psychiatres vont en domicile, puis ils étaient dans le bureau, le petit coquin, pour avoir une rémunération convenable, mais tu sais, à l'île en France, là, ils ont fait ça, ils ont dit, bon, on charge moins, on vous paye moins à l'hôpital, mais on vous paye plus dehors. Ben, ça a eu un effet positif majeur. En 2 ans, il n'y avait plus personne d'hospitalisé dans cette ville-là. C'est vrai ce que je vous dis là, vrai, parce qu'on payait les gens à l'acte plus cher dehors. Donc, c'est une avenue, ça ne coûtera pas plus cher au contribuable, c'est toujours à coût nul, de dire, bon, ben OK, on va vous payer plus cher dehors. Moi, je pense que ça aiderait. Moi, je pense. Oui, Michel, vous aimeriez réagir? Ouais. Ben, j'allais dire que effectivement, on est prisonnier de l'hôpital. C'est difficile de sortir, hein, parce que les payes, tout le monde qui fait le pied dehors, hein, c'est pas bien vu. Puis un médecin qui se respecte quand même, s'il veut mettre un stéthoscope autour de son cou, il faut qu'il reste à l'hôpital. Pour avoir longtemps le seul médecin psychiatre perdu dans un centre itinérant, perdu dans le bois, à l'église ou ailleurs pour rencontrer les gens. Je sais que c'est pas ce qui est le plus payant. Le plus payant, c'est d'être à l'hôpital. Une anecdote comme ça qui me vient par l'esprit.
Il y a un patient, une personne que je rencontre dernièrement, mettons, il y a un mois, puis elle est complètement psychotique dans mes termes à moi. Elle entend des voix, elle dit qu'elle a des cellulaires dans la tête, elle n'a plus d'électricité, elle n'a pas de bouffe, les voix ils ont dû lâcher sa job, elle a lâché sa job. Puis quand j'essaie d'expliquer qu'elle est psychotique, puis que ce qu'on vit, c'est l'aider chez elle, la réponse c'est une question d'opinion. Bon, ouais, t'as pas raison. C'est mon opinion versus la tienne. La personne part. Je suis un peu pas content, puis je ne sais pas trop si on va fermer le dossier parce que les traitements ne seront pas à faire, peuvent pas être à faire dans des conditions comme ça. Là, il y a le chef infirmier d'unité, on se rappelle qu'on fait nous, l'hospitalisation, ou en fait, on soigne les gens à domicile. Donc, ce qu'il me dit, c'est on va aller à domicile. Puis j'ai une résidente qui est avec moi qui me dit écoute, docteur Gervais, on s'en va à domicile. Ils l'ont vu là-bas. Le simple fait que ce n'était pas l'hôpital, le simple fait qu'ils ont respecté ce qu'il était, donc il n'y a pas eu le syndrome du sarreau blanc, si je peux dire. Il a accepté les traitements. Après, le travailleur social avec lequel on travaille a réussi à faire à ce que des revenus rentrent, à plugger l'électricité, etc. Tout ça pour dire que le simple fait de se rendre à domicile a, tant qu'à moi, un effet certain du point de vue curatif et du point de vue de la stigmatisation aussi. Une personne qui a finalement accepté les soins, qui disait non à l'hôpital, puis en dehors de l'hôpital, disait oui. J'arrête. Oui, très bien, très bien. Mais c'est sûr que les services de proximité, c'est souvent gagnant, notamment en santé mentale. Là, je ne sais pas, est-ce qu'on y va pour une dernière question? Je ne sais pas, Stéphane, Mathieu. j'irai. Peut-être il y a Naomi qui a sa main levée. Peut-être qu'on pourrait finir sur cette question-là, puis faire un wrap-up après. Oui, parfait. Naomi, on t'a donné la parole, tu peux y aller. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Je ne suis pas en mesure d'ouvrir une caméra, là, mais si vous m'entendez, tout est beau. Et en fait, je trouvais ça vraiment intéressant, là, la discussion sur l'importance que ça peut avoir de se déplacer dans le milieu. Puis en ergothérapie, je pense que l'ergothérapie est vraiment quelque chose qui pourrait être favorable pour ce type d'intervention-là, parce qu'en ergothérapie, le fait d'aller à domicile chez les gens, mais aussi de pouvoir faire des activités en communauté, je pense que ça pourrait être vraiment positif pour contrer l'autostigmatisation, d'accompagner les gens dans des situations où peut-être qu'ils ne se sentent pas nécessairement capables ou qui ont des craintes de vivre la stigmatisation de d'autres gens. Parfois, pour un premier pas dans la communauté, d'avoir un professionnel, bien, ça peut favoriser un peu une intégration peut-être un peu moins difficile là, pour la personne de se dire OK, ben je vais y aller, puis je vais avoir quelqu'un avec moi au cas où. Ça peut être positif. Puis malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il y a certains professionnels qui ont un peu plus de latitude des activités justement directement dans la communauté. Donc, je pense que ça serait vraiment pertinent. Là. On le voit, l'ergothérapie qui émerge dans des contextes de santé mentale, mais je pense que c'est à considérer pour les prochaines années là, pour essayer de l'inclure davantage, pour favoriser justement ce lien-là. Merci Naomi pour ton commentaire. Non, c'est ça, les interventions de proximité, c'est définitivement à encourager. Toi, je ne sais pas, Mathieu, si tu voulais faire un petit wrap-up de ce qui a été dit, sinon j'ai les remerciements de la fin. Oui, je pense qu'il faut passer tout de suite aux remerciements, mais juste pour dire que ça a été vraiment un dialogue extraordinaire, très riche, très intéressant, avec des perspectives différentes, mais qui ont beaucoup convergé vers quelque chose qui donne beaucoup espoir, je pense. Merci Luc, merci Kevin Marc, merci Marie-Ève, merci Michel de vos contributions à ce dialogue-là. Peut-être que je vous laisserai comme deux secondes pour dire sur quoi vous travaillez prochainement. Luc, je vous donnerai comme 2 secondes pour faire un peu de promotion de votre livre. Peut-être, vas-y, où est-ce que les gens peuvent chercher votre livre? Voilà, il est ici. Alors, c'est le livre « Préjugés, discrimination et exclusion en santé mentale ».
que j'ai co-dirigé avec Tania Lecomte, qui est psychologue, Kevin Marc Valérie, un chapitre aussi dedans sur Stigmapro. Puis il vient d'arriver en France, bonne nouvelle. Il est maintenant disponible en Europe, puis ici dans toutes les bonnes librairies, soit en magasin ou par le web. Effectivement, écoutez, il y a 35 personnes qui ont collaboré à ça, plusieurs scientifiques, plusieurs personnes, des membres de l'entourage, etc. Donc, je vous encourage à vous le procurer pour avoir les dernières informations. Vous, Performance Édition, merci Stéphane de l'avoir mis. Voilà. Puis merci tout le monde, là, des panélistes, Mathieu, Stéphane, Julie, tout le monde qui était là. Merci infiniment. C'était très apprécié. Merci, Luc. Marie-Ève, avez-vous des choses à partager avec nous? C'est un mot de la fin de votre côté? Ben, dans le fond, je trouve que les troubles de santé mentale, on en parle de plus en plus. Il y en a, on en parle beaucoup. Puis je pense que c'est important qu'on en parle, puis qu'on en parle. Tout le monde est concerné de près ou de loin par la santé mentale. Donc, des belles initiatives, parler de stigmatisation, d'autostigmatisation, mais dans le but que les gens aillent chercher des soins, dans le but que les soins soient de meilleure qualité, de meilleurs services. Donc, c'est magnifique qu'on justement, je pense qu'avec la pandémie qu'on a vécue, les gens sont de plus en plus ouverts à en parler, sont de plus en plus réceptifs. Donc, c'est des initiatives de pouvoir en parler, c'est merveilleux. Puis je pense que ça fait du bien aux gens de parler de santé mentale. Oui, puis je tiens à rajouter que Marie-Ève a aussi écrit un chapitre dans le livre sur les préjugés. Donc, si vous voulez en savoir plus sur son histoire, voilà, une raison de plus. Merci, Marie-Ève. Kevin Marc aussi a contribué, si je ne me trompe pas. Donc, Kevin Marc, peut-être un dernier message pour le groupe. Si je vais montrer le livre aussi. Ben oui! Mais non, mais sinon, je vous invite, si vous vous intéressez à la stigmatisation dans les pratiques professionnelles, à suivre le programme de recherche Stigmapro. Juste en tapant Stigmapro, logiquement, vous devriez trouver sur Internet ou alors en me suivant sur les réseaux. Et comme ça, petit à petit, on va se mettre à faire de la communication. Donc, vous pouvez suivre cette actualité-là. Et merci à tout le monde pour ce dialogue. Merci, Kevin Marc, d'avoir été avec nous. Michel, peut-être un dernier petit mot de votre côté? Oui, merci à tout le monde. Je dirais que les cliniciens devraient plus s'intéresser à la gestion, les gestionnaires plus s'intéresser à la clinique. Je pense qu'on n'est pas assez proches les uns des autres. Puis je terminerai en citant Winston Churchill qui disait « Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise ». Quand on voit le système de santé qui est en train de s'écrouler, je me dis « Wow, très bien ». Je pense que c'est très bien. C'est le temps de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la gestion du système de santé, de soins en santé mentale. Donc, j'aime bien cette phrase-là, ne pas gaspiller une bonne crise. Merci, Michel. Merci. Donc, peut-être un dernier merci à tous nos panélistes. Merci, Stéphane, d'avoir géré le chat et les questions. Il y en avait vraiment beaucoup aujourd'hui, donc vraiment, c'est très apprécié. Peut-être je vais laisser maintenant Julie clôtre notre rencontre, notre dialogue aujourd'hui. Oui, un dernier petit mot de la fin pour remercier tout le monde, remercier nos panélistes pour ces riches échanges. Vous avez été très généreux. Ça s'est reflété dans les gens qui ont été très engagés, très actifs dans le chat, qui ont beaucoup réagi à vos propos, qui ont beaucoup apprécié et beaucoup qui disent qu'ils vont être au rendez-vous le 10 février prochain pour poursuivre ces échanges-là. Donc, ça sera un plaisir de vous accueillir. On sera très heureux de vous y voir. Donc, à mettre à vos agendas le 10 février sur l'heure du midi pour notre prochain dialogue. Donc, merci à tout le monde. D'ici là, joyeuses fêtes et au plaisir de vous retrouver.